Bon, alors, donc, pendant que je mets en place quelque chose pour passer, mais sinon je passerai les diapos comme ça, c'est pas grave. Donc, je m'appelle Dominique Somme, je suis professeur de gériatrie à la faculté de médecine de l'Université de Rennes 1 et je suis chef de service au CHU de Rennes du service de gériatrie. Donc, le service de gériatrie du CHU de Rennes, c'est un service qui comporte à la fois un EHPAD, une USLD, un SSR, une UCC, un service de gériatrie aiguë, un hôpital de jour, une équipe mobile de gériatrie, une consultation donc aux gériatries, une consultation en mémoire, un CM2R, et je crois que j'ai oublié personne, mais peut-être j'en ai encore oublié. Mais voilà, c'est pour dire que globalement, on a à peu près la diversité de l'exercice de la gériatrie à l'intérieur de notre service. Et quand j'ai dit tout ça, en fait, j'ai allumé en vous un grand nombre de représentations qui sont en grande partie fausses. Il se trouve que j'ai un parcours académique qui est un petit peu particulier, qui fait que de 2005 à 2012, j'ai passé plus de temps à l'extérieur de l'hôpital qu'à l'intérieur de l'hôpital. Ce qui est un peu inhabituel pour les professeurs d'université chefs de service. Et moi, j'ai travaillé beaucoup sur le maintien à domicile. En fait. J'ai énormément travaillé sur le terrain et en suivant des professionnels à domicile. Et donc, j'ai cette expérience-là du domicile qui a beaucoup été dans mes travaux, donc, qui portaient notamment sur la coordination des soins. Et notamment, j'étais expert pour la mise en place du plan national Alzheimer 2008-2012. Donc, c'est pour ça que je fais partie d'une unité de recherche qui est une unité de recherche en sciences politiques, ce qui est également pas forcément si fréquent que ça pour un médecin. Donc, l'équipe de recherche qui s'appelle AREN, et il n'y a pas d'acronyme, ça veut dire arène. Voilà, c'est parce que en sociologie politique, les arènes, ça a une signification tout à fait exacte. Je suis aussi rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Gérontologie et Société, dont je vous recommande la lecture. Quand j'ai entendu ce matin les thématiques qui ont été évoquées, il y en a quand même pas mal qui ont été traitées dans notre revue. Alors, si vous n'êtes pas abonné ou si les organismes sur lesquels vous travaillez ne sont pas abonnés, je vous recommande d'aller regarder déjà. Donc, le dernier numéro, c'est Activité physique et vieillissement, quand même déjà. Donc, ça devrait un petit peu vous concerner. Il y a un numéro entier sur habiter. Vous avez parlé de l'habitat. Dans Des souris et des hommes, il y avait un article que j'avais co-signé qui était sur pourquoi les personnes ne parlent pas de leur chute. Sur le premier numéro de la reprise, sur le regard croisé sur les corps vieillissants, il y avait 2 articles sur l'expérience de la chute vue de la part des personnes âgées elles-mêmes. Donc il y a beaucoup de choses, à mon avis, qui peuvent nourrir vos réflexions là-dedans. Et vous venez de parler du lien social, il y a un numéro complet sur l'isolement. Voilà. Donc cette revue, elle est éditée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, mais c'est une revue qui est aussi indépendante. C'est pas l'organe de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. L'assurance vieillesse a repris cette revue qui existait avant, qui était avant éditée par la Fondation nationale de gérontologie. Malheureusement, cette fondation n'existe plus. Et donc, heureusement pour nous, la Caisse nationale d'assurance vieillesse a accepté de reprendre l'édition de cette revue et de, comme ça, permettre sa pérennité. C'est une revue qui est fondamentalement interdisciplinaire, c'est-à-dire que dedans, vous allez retrouver des textes de beaucoup de disciplines différentes. Et ce que l'on demande, c'est que tous ces textes soient accessibles à des gens qui sont non spécialistes du champ, quelle que soit la rigueur méthodologique auquel, bien sûr, il faut s'astreindre si c'est un article scientifique. Il y a 2 types d'articles. Il y a des articles qu'on appelle les articles originaux ou articles scientifiques, et les articles qui sont des perspectives et retours d'expérience, où c'est bien le retour d'expérience qui est recherché. Mais dans les 2 cas, on demande à ce que l'article soit accessible à des non-spécialistes. Voilà. Donc c'est important à signaler.
Je fais le service après-vente si vous voulez, si vous avez des questions que vous n'osez pas poser en séance, vous pourrez les poser par mail. Et je n'ai pas de conflit d'intérêt financier avec l'industrie du médicament. Je n'ai pas du tout prévu de vous parler de médicaments ce matin, mais au cas où, voilà, j'en ai pas. La dernière fois que j'ai reçu un visiteur médical, c'était en 2003. Voilà. Alors, elle ne marche pas non plus. Bon, alors... peut-être quand même, si, regardez. Je vais vous parler d'agisme et des stéréotypes. Et pourquoi c'est important dans votre exercice, dans nos exercices, et pourquoi ça explique certains problèmes que l'on rencontre, à rencontrer les bonnes populations, et éventuellement à avoir de l'adhésion, voir pourquoi des fois nos interventions produisent des effets contraires de ceux que l'on s'attend à avoir. Donc c'est important parce qu'en fait, on n'a pas tellement conscience de tous les enjeux qui sont sous-jacents, et vous êtes agiste. Je vais essayer de vous le démontrer. Et c'est important de le savoir déjà à la base, parce que si vous le savez, vous allez pouvoir travailler avec. Alors que si vous ne le savez pas et si vous n'en mesurez pas l'importance à laquelle vous l'êtes, vous n'allez pas pouvoir travailler avec, et vous allez faire des choses qui sont des choses néfastes auprès de nos personnes âgées. La première chose que je vais vous dire, c'est que quand je vous dis éléphant, immédiatement dans votre tête, il s'est passé une petite chose merveilleuse, c'est que vous avez vu un éléphant. Et ça marche à tous les coups. Et par contre, quand je dis vieux, habituellement, ce qui se passe dans votre tête, c'est que vous avez un truc comme ça qui s'illumine. Alors peut-être pas celui-là quand même, mais globalement, c'est tellement, je dirais, accepté que pour dire que quelque part, il risque d'y avoir des personnes âgées, on va représenter une personne avec une canne. C'est totalement débile. Une personne qui a une canne n'est pas une personne âgée, c'est une personne qui a un problème de mobilité. Donc, le fait de représenter la personne âgée avec une canne associe le handicap à l'âge. Il n'y a aucune raison d'associer le handicap à l'âge. Et ça a un premier effet totalement délétère, c'est qu'on perd son raisonnement clinique. On se dit, finalement, c'est normal d'avoir une canne quand on est âgé. Et moi, je le remarque à chaque fois dans mes visites. Je fais ma visite avec des jeunes qui sont avec moi, et puis ils me disent, voilà, madame machin, 95 ans, elle est à la maison, quand elle sort, elle a une canne. Je dis, pourquoi? Bah, parce qu'elle est âgée. Et non, pas parce qu'elle est âgée. Est-ce qu'elle a de l'arthrose? Est-ce qu'elle a une polynévrite des membres inférieurs? Est-ce qu'elle a un début de maladie de Parkinson? Est-ce qu'elle a une apraxie de la marche? Est-ce qu'elle a des douleurs? Est-ce qu'elle a quoi? Qu'est-ce qui fait qu'à 95 ans, j'ai besoin d'une canne? Ça n'est pas normal d'avoir besoin d'une canne à 95 ans. Donc ça n'est pas normal. Donc si je dis que ça n'est pas normal, j'en cherche la cause. Et si j'en cherche la cause, alors je commence à faire mon travail. Sinon, je suis dans une espèce de laisser-aller et je ne fais plus mon travail. D'accord ? Et ça, c'est très fréquent dans le raisonnement médical, malheureusement. Alors, pour s'opposer à ça, il y a des gens qui font le contraire. Ils disent les vieux, ils sont comme ça. Voilà. Et ça, c'est au moins aussi délétère. Et c'est pour ça que, par contre, je suis très mal à l'aise avec l'idée de bien vieillir. L'idée de bien vieillir, ça stigmatise d'autres personnes qui sont ceux qui seraient les mauvais vieillissants, ceux qui auront raté leur vieillissement. Vous voyez, c'est pas très bon. Et d'ailleurs, il y a un gars qui a écrit un bouquin, La tyrannie du bien vieillir, et c'est très intéressant à lire parce que, à force de forcer les gens à réfléchir entre bien et mal, on n'a pas en réalité le caractère adapté à une personne de ce que l'on propose. Alors bien sûr, cette personne-là, elle a aussi une canne, mais elle l'utilise d'une façon peu conventionnelle, on va dire. Et en réalité, c'est les deux images de la même pièce. En fait, on a l'impression de dire en disant ça qu'on va éviter ça, mais en réalité, on regarde la même pièce. On regarde la même pièce, c'est-à-dire qu'on regarde les choses sous l'angle du vieillissement qui produit quelque chose. Moi, je suis chercheur sur le vieillissement, d'accord ? Ça fait depuis 20 ans que je fais de la recherche sur le vieillissement. Ben, je peux vous dire que je ne sais pas ce que c'est que le vieillissement.
D'accord ? L'effet du vieillissement sur n'importe quoi, je n'en sais absolument rien. Parce qu'il faudrait essayer de penser qu'on pourrait vieillir en dehors de tout. D'accord ? Et ça n'existe pas. En fait, l'effet du temps, il est toujours l'effet cumulé des tas de facteurs de risque. Qu'est-ce qui fait que les personnes âgées ont des maladies ? C'est bien les maladies chroniques. C'est bien parce qu'elles ont été exposées à des facteurs de risque. Il n'y a aucune maladie chronique qui ne soit la conjonction de la rencontre entre l'exposition à des facteurs de risque et puis des facteurs individuels qui sont génétiques, etc., etc. Par exemple, la dégénérescence maculaire liée à l'âge n'est pas liée à l'âge. D'accord ? Si je suis un petit peu sérieux, je dois dire dégénérescence maculaire dont la fréquence est liée à l'âge. Okay ? Si elle était liée à l'âge, alors il y aurait un âge où 100% des personnes seraient atteintes de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Or, Jeanne Calment est morte à 122 ans sans dégénérescence maculaire. Et il n'y a aucun âge où on a 100% de personnes atteintes de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Par contre, bien sûr, la fréquence est liée à l'âge parce que les facteurs de risque qui sont nécessaires pour cela sont très nombreux et notamment, il y en a certains qui sont liés à la radiation, aux radiations du soleil. Donc bien sûr, plus je passe de temps sur Terre, plus je passe de temps à être exposé à ces radiations, et plus j'ai de risques de développer cette maladie. Alors en plus de ça, il y a la couleur de l'iris, il y a un certain nombre de facteurs de risque génétiques, et même quand on a fait la somme de tout ça, on a expliqué 4 à 5% de la variance entre les différents individus. Donc il reste plein de choses à découvrir sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge, par exemple. Mais ce qui est essentiel, c'est de se dire que ça n'est pas lié au vieillissement, c'est lié à la rencontre de facteurs de risque sur lesquels peut-être nous pouvons jouer, avec des facteurs individuels sur lesquels aussi là on peut peut-être être plastique et pouvoir jouer. Donc le vieillissement, lui, produit rien, c'est les maladies dont il faut s'occuper et c'est les maladies dont il faut faire le diagnostic, c'est les maladies dont il faut aller rechercher les modes opératoires, c'est les maladies dont il faut arriver à combattre les conséquences et éventuellement les rééduquer quand on est à un stade où cela est adapté. Quand je dis ça, c'est quand même très important parce que du coup, je vais à chaque fois essayer de raisonner et non plus être dans, je dirais, l'abandon par rapport aux personnes âgées. Je ne vais pas considérer qu'il est normal de marcher avec une canne. Je vais me dire pourquoi cette personne âgée marche avec une canne. Et je sors du dichotomique bien vieillir versus mal vieillir. Ce n'est pas le vieillissement qui produit les trucs, c'est la santé. Donc on va essayer de s'occuper, de savoir comment on peut rester en santé tout au long de sa vie. D'accord ? Et d'ailleurs, on vieillit tout au long de sa vie. Hein. Si vous voulez vraiment avoir des actions de prévention efficaces sur le vieillissement, il va falloir se mettre à savoir comment on va faire en sorte que les gens aient le même taux de réussite au bac dans le 78 et dans le 93. D'accord ? Parce que ça aura un impact majeur sur le vieillissement de la population. Okay ? Les inégalités sociales de santé sont le driver principal, à l'heure actuelle, des inégalités sociales du vieillissement. Donc c'est tout au long de sa vie qu'on est amené à vieillir. Alors on va faire un petit test. Vous allez essayer d'avoir dans votre tête les réponses à ça. Peut-être vous ne les connaissez pas, peu importe. Si vous ne les connaissez pas, vous dites juste comment je parie là-dessus. Quel est mon pari ? Okay ? Chacun individuellement, essayez de ne pas échanger. Chacun individuellement, essayez de vous faire une image mentale des réponses que vous avez à ces questions-là. Ceux qui ont déjà vu ma conférence sur Internet ont déjà les réponses, mais bon, tant pis. Quel est le pourcentage de personnes de 70 ans dans la population française ? Vous devez tous avoir une idée de ça. Si on prend un groupe de femmes françaises de 95 ans, au bout de combien de temps 50% d'entre elles seront décédées ? Ça s'appelle la durée médiane de survie. Donc, on prend des femmes françaises de 95 ans. Combien de temps faut-il pour que 50% d'entre elles soient décédées ? Okay ? C'est un nombre de jours, d'années, de semaines. Voilà. Vous devez parier là-dessus. Quel pourcentage de Français de sexe masculin de 100 ans vivent en domicile individuel, personnel ou familial, c'est-à-dire donc en dehors de toute forme
de logements collectifs, EHPAD, foyer logement, logement générationnel, tout ça. Quel pourcentage de personnes de plus de 80 ans sont à domicile, sont dépendantes de professionnels dans leur quotidien? Pareil, vous devez avoir en tête un pourcentage, j'imagine. Et puis, je termine par une réponse que par oui ou par non, qui sera un peu plus touchy, mais tant pis. Le vieillissement est-il une menace financière sur notre système de santé? Alors, le pourcentage, c'est 13,4%. Qui avait dit moins que ça? Qui avait dit plus que ça? La majorité, vous étiez au-dessus de 13%. C'est généralement le cas, c'est-à-dire qu'on a un discours global sur l'idée qu'on est dans une société très vieillissante et du coup, on a une surreprésentation du nombre de personnes âgées que cela concerne. C'est 13%. C'est beaucoup plus qu'avant, on est d'accord, ça augmente beaucoup, hein, c'est clair, mais c'est 13%, c'est ça la réalité. Et vous savez, dans le discours, c'est intéressant parce que l'âge moyen de la population française, c'est 40 ans. L'âge moyen des victimes du Bataclan, c'est 36 ans. Et globalement, on se dit la population française est une population vieille, alors qu'on a tué la jeunesse au Bataclan. Vous voyez que ce n'est pas si différent. En fait, on a tué la population française au Bataclan, et nous avons une population française qui est totalement sur l'ensemble des âges. Et c'est 13% de nos personnes de plus de 70 ans. Alors bien sûr, hein, ça ne cache pas bien sûr l'effet du baby-boom qui est en train d'arriver. Hein. Vous avez vu ce plateau-là, hein, qui est l'effet du baby-boom qui arrive dans la génération des 70 ans et plus, qui est, c'est un peu impressionnant quand même, hein, l'augmentation brutale du nombre de personnes que ça concerne. Pour les femmes de 95 ans et plus, j'ai pris une étude qui avait été publiée dans le Journal of the American Medical Association, mais comme ils avaient très bien publié leur méthodologie, j'ai pu reprendre exactement les mêmes méthodologies et l'appliquer aux chiffres de l'Institut national des études démographiques. Donc j'ai pris le fond, c'est les Américains, mais j'ai mis dessus les données françaises. Et les données françaises, c'est 4,57 ans pour une femme, la durée médiane de survie. Qui avait dit plus que ça? Qui avait dit moins que ça? Voilà. Donc globalement, vous aviez l'impression qu'il restait moins que 4,57 ans à vivre à une femme de 95 ans française. Alors que la réalité, c'est qu'il en reste 4,57 ans. 4,57, c'est pas rien. Ça veut dire que si j'ai quelque chose qui a prouvé son efficacité dans un délai inférieur à 4,57 ans, ça vaut le coup de le commencer à 95 ans chez une femme française. D'accord ? Donc c'est pas anodin de le savoir. Pour les hommes, c'est 3,85 et même quand je dis les hommes, souvent les gens sont encore inférieurs. D'accord ? Donc c'est pas inintéressant. Le poids de la seconde, c'est ce qui est le plus constant dans la vie humaine. Hein, une seconde vaut toujours une seconde, à 95 ans aussi. Les hommes qui atteignent 100 ans et plus, selon les données de l'INSEE, sont à 50% d'entre eux en domicile personnel, individuel ou familial, et donc pas en maison de retraite. Qui avait dit plus que ça? Qui avait dit moins que ça? Voilà. Vous êtes très nombreux à penser qu'il y avait beaucoup plus de personnes en domicile collectif. C'est 50%. C'est ça la réalité des choses, la réalité constatée. Au passage, les femmes, c'est 27%. Qu'est-ce qui explique cette grosse différence entre les hommes et les femmes? C'est les couples. Vous voyez que ça, les rouges, là, c'est les couples. Et là, il n'y en a plus beaucoup. Pourquoi? Pour deux raisons. D'une part, parce que les femmes en survivent assez régulièrement aux hommes du fait de leur propre espérance de vie, mais aussi que dans les couples, assez souvent et surtout dans ces générations-là, l'homme était un peu plus âgé que la femme. Et donc quand la femme atteint 100 ans, l'homme aurait atteint 102, 103, 104 ans. Du coup, bien sûr, une probabilité qu'il ait pu décéder bien plus importante. C'est 11% des personnes qui sont à domicile, qui ont besoin de professionnels dans leur quotidien. Qui avait dit moins que ça? Qui avait dit plus que ça? Voilà. Donc vous représentez vous avez également encore une surreprésentation du besoin
en professionnel, selon les données du ministère de la Santé, hein, études et résultats, c'est le ministère de la Santé, 11,2%, 59% sont totalement autonomes, donc l'immense majorité, et 2,5 seulement sont en grande perte d'autonomie fonctionnelle. Donc on a encore une fois une surreprésentation de la dépendance. Alors les coûts de la santé, c'est un tout petit peu plus touchy, comme je l'avais dit. Qui avait répondu oui à la question? Qui avait répondu non? Il y en avait qui s'étaient abstenus, ils avaient bien fait. C'est un tout petit peu plus touchy. Alors, mais néanmoins, je suis absolument convaincu de ce que je vais vous dire parce que j'ai beaucoup d'arguments pour le faire. J'ai juste pas le temps là, de développer énormément cet aspect-là, sinon on va prendre toute la matinée là-dessus. Il y a une étude qui a été faite par Béatrice Dormont, qui a été publiée dans Health Economics, mais c'est les données françaises qui sont, c'est pas des données américaines, hein, c'est bien des données françaises uniquement qui sont analysées. Et entre 92 et 2000, alors vous pourriez vous dire c'est ancien, mais c'est pas si simple que ça à faire ce type d'étude. Il a fallu beaucoup de temps pour le faire. Entre 92 et 2000, l'augmentation des coûts de la santé, c'est plus 54%. Donc c'est archi énorme comme augmentation. Imaginez, plus 54% en 8 ans. C'est une augmentation absolument démentielle. Pendant cette période, la part liée au vieillissement de la population, c'est plus 3%. D'accord? C'est pas nul, mais c'est pas énorme par rapport aux 54%. C'est 0,38% par an, et dans la même période de temps, à l'époque bénite des dieux, on avait 3% de croissance. Donc on avait largement de quoi se payer les 0,38% par an liés au vieillissement. Qu'est-ce que c'est l'autre partie? L'autre partie, en réalité, c'est l'innovation. Notre santé, elle bouge par l'innovation. À l'époque, 92-2000, c'est l'époque où on fait de la chirurgie de la cataracte en ambulatoire. Dans les années 90, la chirurgie de la cataracte, c'est 3 jours d'hospitalisation. C'est une anesthésie générale. C'est des gens qui en parlent de façon pas très, très positive entre eux, etc. Donc les gens ne vont pas se faire opérer de la chirurgie de la cataracte, ou très peu. Entre 92 et 2000, la chirurgie devient accessible. C'est de la chirurgie en hôpital de jour. On rentre le matin, on repart le soir. On a une petite anesthésie, on n'est pas groggy, on continue ses activités, etc. Et les gens en parlent entre eux et commencent à dire c'est génial, je revois, etc. Il y a eu une augmentation, mais énorme, du taux de recours de la chirurgie de la cataracte à cette période. Ça a bien sûr un impact sur les dépenses, d'accord? Mais vous voyez que ces dépenses-là, c'est des bonnes dépenses, parce que derrière, qu'est-ce qu'il y a? C'est des gens qui voient, hein, alors que sinon, ils ne voient pas, d'accord? Donc c'est une bonne chose d'avoir rendu accessible la vue à ces personnes, sauf que ça a un coût. C'est un coût, vous voyez, dont on peut se dire que c'est une raison, c'est de la politique qu'on fait en disant on fait le choix de se payer ça ou pas. D'accord? Ça, c'est de la vraie politique. On se dit, est-ce qu'on veut que notre système de protection sociale continue à pouvoir payer les traitements de demain de l'hépatite C, les traitements ciblés du cancer qui vont nécessiter qu'on fasse des génomes pour pouvoir les appliquer, etc., etc. Aujourd'hui, par exemple, on remplace la valve aortique par voie intravasculaire. Vous savez ça? C'est un truc absolument fabuleux. Avant, pour remplacer la valve aortique, il fallait ouvrir le thorax, ouvrir le cœur, arrêter le cœur, ouvrir le cœur, remplacer la valve, remettre la valve, refermer le cœur, refaire repartir le cœur, refermer le thorax. Petite opération. Hein. Aujourd'hui, on passe par l'intérieur des vaisseaux, on va mettre la valve, c'est un petit ballonnet qui la gonfle. Et au bout de 3 jours ou 4 jours d'hospitalisation, vous sortez de l'hôpital. Okay. Ça fait qu'il y a des tas de gens qu'on n'opérait pas, parce qu'ils n'étaient pas en état d'être opérés, maintenant à qui on propose cette technique. Cette technique fait qu'ils ont une meilleure qualité de vie, ils ressortent de la maison parce qu'avant ils n'y arrivaient plus parce qu'ils étaient essoufflés au moindre pas, ils arrivent à refaire leurs courses, à refaire un certain nombre de choses, ils revivent complètement, d'accord? D'ailleurs, du coup, ils auront une autre maladie.
Parce qu'à la fin de l'affaire, il y aura bien quelque chose qui va les rattraper, d'accord? Donc, le coût de la santé, c'est toujours ça, quoi. C'est-à-dire que si je fais que la première maladie tue pas, il y aura une autre maladie derrière, d'accord? Donc, forcément, ça a une augmentation des coûts. Vous voyez, c'est ça. Et du coup, on peut se dire, est-ce que on fait le choix de continuer à avoir ce système de protection sociale ou pas? Mais ça, vous voyez que ça, c'est de la politique. C'est pas lié au vieillissement. On peut se dire qu'on a les moyens de le faire avec nos systèmes de protection actuels ou pas, mais ça, c'est de la politique, c'est pas du vieillissement. D'accord? Le vieillissement, on en a les moyens. Par contre, est-ce qu'on a les moyens de se payer nos innovations en santé? Bah, peut-être pas, mais ou si, mais en tout cas, il faut en parler. Il faut en parler comme ça. Alors, à retenir, vous avez une image faussée du vieillissement, une surévaluation des aspects négatifs. Ça conditionne nos représentations. Je n'ai pas fait sur l'isolement, mais vous auriez dit que c'est beaucoup plus isolé qu'ils le sont. La dépression, les coûts de la retraite, c'est un petit peu plus touchy encore, mais je peux y arriver. La surdité, la cécité, la sexualité, tout ça, en fait, vous avez des surreprésentations des aspects négatifs du vieillissement dans toutes ces dimensions-là. Je fais le test régulièrement, donc je peux vous dire. Vous devez vous méfier des idées reçues, et nous avons les moyens de notre longévité. Ce n'est pas d'abord un problème économique. Alors, je vais devoir vous parler, pour aller un tout petit peu plus loin, et pour vous impliquer encore davantage, des stéréotypes. Qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype? C'est par exemple ça donne ce genre de choses, en tout cas. Ça, c'est la société dans laquelle on est. La société dans laquelle on est, elle fait que Facebook est important. Facebook dit dans son règlement intérieur qu'il ne faut pas discriminer les gens. D'accord? Il ne parle pas de l'âge d'ailleurs dans son règlement intérieur, mais globalement, il dit qu'il ne faut pas les discriminer. D'accord? Quand on regarde ce qui se passe dans des groupes de discussion qui comportent le mot âge, on regarde 25 500 individus en sont membres, les créateurs sont plutôt des jeunes, tous font état de stéréotypes négatifs liés à l'âge, 74% un discours négatif, 27% un discours infantilisant, 37% recommandent de les bannir d'activités publiques comme le fait de faire ses courses par exemple. Vous imaginez qu'on dise ça d'une autre population, comme par exemple les homosexuels, les personnes selon la couleur de leur peau ou les femmes. Vous voyez le problème? On a une acceptation de la discrimination sur l'âge qui est intolérable à l'heure actuelle. On est au début du XXe siècle sur du Yabon Banania, et je vais vous le montrer à nouveau. On accepte la discrimination par l'âge de façon totalement... ça passe comme dans du beurre. Comme dans du beurre. Et quand on écoute nos humoristes, c'est pas les derniers à montrer à quel point ça passe comme dans du beurre, alors qu'aujourd'hui, ils y vont plutôt quand même, par contre, avec des pincettes quand ils sont sur des blagues sur le racisme ou sur le sexisme ou autre. Hein. Mais sur l'agisme, ils y vont à fond la caisse. Je peux vous dire, je fais attention à ça, il n'y a aucune retenue. Vous connaissez peut-être cette marque de sport, c'est donc une marque de sport, peu importe, je ne dirais pas laquelle, même si elle est facile à reconnaître. C'est des magasins de sport qui font notamment des équipements sportifs, voilà. Et donc ils ont fait toute une campagne de publicité. Alors c'était plutôt en région parisienne, mais je ne sais pas s'il y en a eu dans le coin, mais c'était parce que ces magasins sont plus répandus en région parisienne. Mais donc, il y a eu ces affiches-là partout dans le métro, sur les bus parisiens, etc. Donc, globalement, quelqu'un équipé en sportif avec un objectif sportif au milieu. Okay. On peut avoir une autre personne équipée en sportif, objectif sportif. Troisième personne, équipée en sportif, objectif sportif. Okay. Donc, cette personne a des stigmates d'un certain âge, cheveux blancs, dont on a parlé tout à l'heure d'ailleurs, du coup, l'objectif n'est plus sportif. Et à côté d'un chien, faire le beau, c'est pas complètement anodin. D'accord? C'est passé sur nos bus, dans nos couloirs de métro, personne n'a entendu parler de cette campagne comme étant choquante.
personne n'a entendu dire que c'était choquant de discriminer une partie de la population. D'accord? C'est Yabon Banania, ça, non? Non, mais c'est exactement Yabon Banania, quoi. Et tout le monde se marre. Et c'est sans doute pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont continué à faire la campagne avec cette affiche, parce qu'on sait que si les gens se marrent, bah, ça fait que les gens achètent derrière. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est un stéréotype? Dans cette société, on a des stéréotypes agistes. Mais qu'est-ce que c'est un stéréotype? Un stéréotype, c'est une association en partie consciente et en partie inconsciente des caractéristiques d'une personne avec un concept. Par exemple, les femmes sont moins douées que les hommes en maths. Ça, c'est un stéréotype assez répandu. Et globalement, généralement, c'est pas beaucoup l'objet de discussion. Vous n'entendez pas beaucoup de discussions passionnées autour de ça. Parce que généralement, c'est tellement accepté que finalement, personne n'en parle. Les stéréotypes, souvent, c'est ça, quoi. Les gens, finalement, ça les gêne même pas, d'accord? Donc, du coup, ils vont même pas en parler trop dans les dîners. Ça fait, voilà. Les Noirs sont plus forts en basket que les Blancs. C'est des stéréotypes. Et qu'est-ce que ça donne? C'est redoutablement efficace. Je fais venir des jeunes hommes blancs nord-américains étudiants dans un laboratoire de psychologie sociale. Tout ce que je dis est important, hein, les stéréotypes sont socialement ancrés. Et ils savent qu'ils se prêtent à une expérience de psychologie sociale, mais ils ne savent pas sur quoi porte l'expérience de psychologie sociale. D'accord? Et donc, on leur donne une espèce de grosse jumelle. Ils doivent regarder dans la jumelle et on leur dit au début, il va y avoir une première chose, c'est un test d'attention. Vous allez avoir un flash lumineux. Il faut que vous nous disiez si le flash lumineux est au-dessus ou en dessous de la ligne d'horizon selon vous. Et dans le flash lumineux, je fais passer le visage d'un homme, qui est soit le visage d'un homme blanc, soit le visage d'un homme noir. Par la suite, je fais défiler ce film. Généralement, à l'image 1, on ne sait pas trop ce que c'est. Et à l'image 41, tout le monde se rend compte que c'est un flingue. Ceux qui ont été exposés à l'image de l'homme noir reconnaissent le flingue 10 images plus tôt que ceux qui ont été exposés au visage de l'homme blanc. Ce qui a été activé, c'est le stéréotype « l'homme noir est dangereux ». Stéréotype largement répandu parmi la population des étudiants nord-américains blancs. Et immédiatement, je suis plus efficace à repérer le danger. Et ça ne marche pas avec une casserole. Si c'est une casserole qui est... on pourrait dire qu'une casserole c'est dangereux, mais globalement, visiblement dans l'esprit général, c'est pas à ça que c'est relié. Et donc la casserole est repérée de la même façon par les deux groupes. D'accord? Donc c'est bien le danger qui est immédiatement activé. Donc vous voyez que ça va 800 000 fois plus vite dans votre cerveau que ce qui est explicite. C'est extrêmement immédiat. On a bien sûr vérifié que les personnes qui s'étaient prêtées à l'expérience n'avaient pas eu conscience d'avoir vu dans le flash lumineux un visage ni blanc ni noir. D'accord. Alors, vous pouvez faire vous-même un petit test d'association implicite si vous voulez. Vous pouvez aller sur Internet à n'importe quel moment. Vous tapez le test d'association implicite dans votre moteur de recherche Google ou Implicit Association Test si vous voulez le faire en anglais. C'est l'Institut Harvard qui développe la solution, mais il y a une version française qui est disponible sur Internet. Et du coup, vous allez avoir votre écran qui va se transformer un peu comme ça. Et il faut taper à gauche de votre clavier si c'est un vieux, à droite de votre clavier si c'est un jeune. Donc ça va être assez facile, je pense. Vous n'allez pas trop hésiter. Ensuite, vous allez avoir un mot. C'est plus un visage cette fois-ci, c'est un mot qui soit un mot bon, soit un mot mauvais. D'accord? Bon, c'est pareil, c'est pas trop difficile. Normalement, vous allez y arriver facilement. Puis là, bien sûr, ça commence à devenir plus difficile. Parce qu'au milieu, vous ne savez pas à l'avance si c'est un visage ou un mot qui va apparaître. Et si c'est un visage, il est soit vieux, soit jeune. Et si c'est un mot, il est soit bon, soit mauvais. D'accord ? Donc forcément, c'est un peu plus difficile. Vous voyez, on hésite beaucoup plus à le faire. Après, il bouge les mots dans tous les sens pour aussi prendre en compte le fait qu'on est droitier ou gaucher, etc. Il y a un caractère aléatoire de la présentation des choses.
Ça a été fait sur plus de 30 millions de personnes, ce test. Donc c'est énorme l'échantillon. Dans plus de 90% des cas, on est plus rapide et on fait moins d'erreurs si les mots bons et le visage jeune sont du même côté, c'est-à-dire que les visages mauvais et les visages vieux et les mots mauvais sont également du même côté. On a une petite musique dans notre tête qui nous dit vieillir est horrible et qui nous chante ça à longueur de temps, d'accord, à tel point qu'on en est complètement impliqué, quoi, imbriqué dans notre... j'en ai des millions d'exemples à chaque fois parce que maintenant j'y suis très attentif. Donc le nombre de fois où on attribue au vieillissement des choses qui n'ont sans doute rien à voir avec le vieillissement est assez incroyable. Voilà. Ça a une influence sur notre état de santé. C'est-à-dire que si j'ai des stéréotypes négatifs liés à l'âge, et que j'ai eu un événement cardiovasculaire, indépendamment de tous les autres facteurs de risque de faire une récidive cardiovasculaire, eh ben, j'aurai plus de risque de refaire une rechute cardiovasculaire que si je n'ai pas de stéréotype négatif lié à l'âge. Si je regarde le déclin cognitif, eh bien, le déclin cognitif chez les gens qui ont un stéréotype négatif lié à l'âge est plus rapide et plus prononcé que chez les gens qui ont moins de stéréotypes négatifs liés à l'âge. Et ça, c'est encore plus frappant. Là, je prends des gens qui ont la maladie d'Alzheimer. Vous savez qu'aujourd'hui, on est capable de faire des imageries de maladie d'Alzheimer, donc de suivre au cours du temps les dépôts des plaques. Donc c'est quelque chose d'assez fabuleux. Donc on peut faire du suivi longitudinal de la maladie. Eh bien, les gens qui ont un stéréotype négatif lié à l'âge ont une évolution de leur pathologie amyloïde plus rapide. D'accord ? C'est-à-dire des dépôts de plaques plus rapides. Et ça peut être relié. On n'a pas l'explication, je dirais, biologique totale, mais l'hypothèse vraisemblable, qui a été vérifiée par contre sur d'autres populations, notamment les Noirs américains par rapport aux stéréotypes racistes aux États-Unis et par rapport au cancer, ça peut être lié au stress chronique que cela entraîne d'être exposé en permanence à des stéréotypes négatifs. Donc le fait d'avoir des stéréotypes négatifs entraîne un stress chronique dans tout le corps, mais bien sûr aussi au niveau cérébral, et ça peut entraîner une augmentation de la vitesse de la maladie d'Alzheimer. Alors, il y a encore pire, et c'est là que je vais toucher à vos pratiques professionnelles, que les stéréotypes. C'est la menace du stéréotype. Et la menace du stéréotype, c'est quoi ? La menace du stéréotype, c'est comment, quand j'énonce un stéréotype ou quand je le suggère, je fais qu'il devient vrai. Par exemple, je prends les premières années de maths d'Harvard et je sépare l'amphithéâtre en deux. Dans la première partie de l'amphithéâtre, je leur dis, vous êtes des forts en maths, vous allez faire des tests de maths. Et dans la deuxième partie de l'amphithéâtre, je dis, vous êtes des forts en maths, vous allez faire des tests de maths, sachant que je saurai différencier les hommes des femmes sur leurs résultats. Je ne dis même pas dans quel sens. Mais dans cette partie de l'amphithéâtre, les femmes performent moins bien que les hommes. D'accord ? Si j'oublie que j'ai dit, sachant que je saurais différencier, je publie un article scientifique disant « J'ai démontré les femmes performent moins bien que les hommes en maths ». Vous comprenez que tout ce que l'on croit savoir sur le vieillissement est aussi dépendant de la posture des chercheurs par rapport au vieillissement et de comment eux-mêmes ont pu avoir, pendant la recherche, des mots qui ont réussi à produire des effets. D'accord ? Donc c'est quand même assez perturbant cette histoire-là. Alors pour que ça marche, il faut un domaine pertinent, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un stéréotype. Donc, en l'occurrence, les femmes sont moins bonnes que les hommes en maths. Il faut appartenir au groupe, et effectivement c'est bien les femmes qui performent moins bien et non pas les hommes qui se mettent à performer mieux. C'est-à-dire les hommes performent partout pareil, et c'est bien les femmes qui sont atteintes par le stéréotype. Il faut un test diagnostique, en l'occurrence le test de maths. Et il faut un investissement de soi dans le domaine concerné. Par exemple, si je prends les premières années de littérature d'Harvard et que je fais le test, ça ne marche plus parce que tout le monde se fout d'être bon en maths ou pas. Donc, du coup, ça ne marche plus. Voilà. Vous avez, tout à l'heure, globalement, la représentation que les personnes âgées sont envahissantes. Vous les avez considérées comme étant plus nombreuses qu'elles étaient.
mourantes, vous les trouvez proches de la mort, dépendantes de professionnels notamment, isolées ou en maison de retraite et qui coûtent cher. Ça donne envie. C'est nos représentations de base, voyez. Et c'est avec ça qu'on travaille. C'est avec ça qu'on va vers des personnes âgées. Il faut avoir conscience de ce que l'on apporte auprès des personnes âgées. Parce que si on n'en a pas conscience, c'est là qu'on commence à faire des conneries. D'accord ? Donc oui, mais vous ne pourrez pas y échapper. Vous avez vu Facebook, vous avez vu... on ne peut pas échapper à la société dans laquelle on est. On peut appeler à ce qu'elle change. Le racisme en 1900, personne ne se trouvait ça anormal. Aujourd'hui, tout le monde trouvait ça normal. Donc on peut commencer la bataille pour dire que l'agisme n'est pas acceptable, mais ça prendra du temps. D'accord ? Donc en l'attendant, on va vivre dans une société agiste. Mais il faut avoir conscience de cet agisme. Je prends deux groupes de sujets de 59 à 89 ans et je les soumets à des tests cognitifs, tous les mêmes tests, d'accord ? Et dans le groupe 1, je dis le sujet de l'étude est de voir comment les gens se différencient les uns des autres dans une série de tâches. Dans le groupe 2, je dis il est largement reconnu que les fonctions intellectuelles déclinent avec l'âge. Je n'irai pas avec le dos de la petite cuillère cette fois. L'objectif est de vérifier si cela est vrai en comparant les performances de sujets jeunes et vieux. Eh bien, dans cette partie du groupe, les gens performent moins bien, trouvent que c'est plus compliqué, ont un temps de passation plus long, un niveau de stress plus élevé. Dans une maison de repos, alors c'est américain, ça n'existe pas en France, hein, sans problème actif, apprendre à résoudre un puzzle de 10 pièces, il y a une séance de pré-entraînement, 4 séances de post-entraînement. Dans le premier groupe, il y a un examinateur qui est présent, qui encourage verbalement. Dans le deuxième groupe, il est présent, il peut aider physiquement. Et dans le troisième, il n'y a pas d'examinateur. Et on regarde la séance post-entraînement. Dans le groupe où il y a quelqu'un qui aide physiquement, eh bien, il décline en performance, même par rapport au groupe où il n'y a pas d'examinateur. D'accord ? C'est-à-dire qu'il vaut mieux personne que quelqu'un qui aide de façon inappropriée. Mais vous voyez à quel point c'est important. Dans tout ce qu'on l'enfer est pavé de bonnes intentions. On va vouloir aider quelqu'un et en réalité, cette personne n'a pas besoin d'aide. On lui signifie qu'elle est incompétente. Immédiatement, la probabilité qu'elle le devienne augmente. D'accord ? Vous avez entendu des fois, quand il y a des gens, des accidents, bon là j'en ai mis un, mais peu importe lequel, qui impliquent des personnes âgées, immédiatement on entend « Voilà, faut-il faire passer un test d'aptitude à tous les seniors en conduite ?» On entend ça régulièrement à la télé, à la radio. Alors, premièrement, c'est débile. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin, qu'on ait raison d'avoir un permis de conduire à vie. Ça, c'est un vrai souci. Peut-être que tout le monde devrait vérifier régulièrement qu'on est toujours apte à conduire. Et ce, quel que soit l'âge. Et là, ce ne serait pas discriminatoire. Okay ? Si on a un permis de conduire qui a une date d'échéance, qui est au bout de 15 ans, par exemple, ou 10 ans, ou je ne sais pas, je ne connais pas la durée qu'il faut mettre, mais il y a une échéance au bout de laquelle il faut vérifier que la personne est toujours bien en situation de conduite. Alors là, ce n'est pas discriminatoire, tout le monde y passe. Et ceux qui n'auront pas le diplôme ne l'auront pas. D'accord ? Mais dire que c'est un problème de senior, c'est discriminatoire. C'est discriminatoire, donc c'est un stéréotype. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du senior qui écoute ça à la radio ? On a fait l'expérience, alors pas sur la vraie route, sur un simulateur de conduite. Et c'est quand même une limite, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe dans la vraie vie, mais c'est quand même intéressant. Donc, dans un simulateur de conduite, qu'est-ce qui se passe ? On expose la personne à une menace du stéréotype ou à pas de menace du stéréotype. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que ceux qui sont exposés font plus d'excès de vitesse, de passage au rouge et d'erreurs en roulant au bord de la route. Donc, la petite musique stigmatisante produit des comportements dangereux, et voire même très dangereux, sur la route. D'accord ? Donc, on a un effet totalement contre-productif du message, qui se veut au départ plutôt un message, je dirais... de prévention routière, et qui est en réalité un message stigmatisant. Ce message stigmatisant a l'effet inverse de celui qui est attendu.
Celle-là, je l'adore. C'est mon copain, c'est la Fabrique des Sourds. C'est mon copain Stéphane Adam qui l'a fait à Liège. Il ne l'a pas publié, mais du coup, j'ai pris ses diapos et c'est avec son autorisation que je les ai. Donc, il a fait venir dans son laboratoire, à nouveau de psychologie sociale, des jeunes et des vieux. Il a sélectionné une personne âgée. Et il l'a sélectionné parce que donc, toutes les personnes âgées, il leur avait fait enregistrer un certain nombre de choses. Et ils ont pris la personne âgée où il y avait le plus d'erreurs sur les paris sur son âge quand les gens écoutaient que sa voix. D'accord, les gens se trompent régulièrement sur son âge quand ils écoutent que sa voix. D'accord. Et elle ne sait pas que c'est pour ça qu'on l'a choisi, mais c'est pour ça qu'on l'a choisi. Voilà. Et après, ils font passer un certain nombre de jeunes en face d'elle. Le jeune, il a quelque chose à vendre. Il connaît les paramètres de ce qu'il a à vendre. Et la personne âgée, elle connaît ses besoins. Et elle a un certain nombre de choses voilà. On ne leur dit pas comment ça doit se terminer. On leur dit, vous pouvez acheter, vous ne pouvez pas acheter. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'interaction. Donc, peu importe si ça se termine par un achat ou pas un achat. C'est un achat virtuel, bien sûr. Mais, peu importe ce qui se passe à la fin, ce qui nous intéresse, c'est comment vous allez interagir au cours de la discussion. Et puis quand même, on est au 21e siècle, donc on va faire ça par visioconférence. D'accord. Et puis on simule quelque chose qui pourtant n'existe jamais au 21e siècle, c'est la panne de la visioconférence. Du coup, pendant 5 minutes, on leur dit, bon, bah, allez-y par téléphone, parce qu'on va travailler, on va essayer de rétablir la visioconférence, mais pour le moment, il faut commencer l'expérience, on est pressé par le temps. Et on enregistre ce qui se passe pendant 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, paf, réapparition de l'image. D'accord. Et on enregistre ce qui se passe pendant 5 minutes. Et ben, pendant ces 5 minutes-là, le jeune se met à parler plus fort, à parler plus lentement et à utiliser un vocabulaire plus simple. Ça s'appelle l'elder speak en anglais. Il y a plein de gens qui travaillent sur l'elder speak. C'est vraiment totalement conceptualisé. C'est pas lui qui l'a inventé. Hein. C'est vraiment, il y a tout un ensemble de corpus de données là-dessus. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que la personne âgée se met à hésiter, à chercher ses mots et à être moins performante dans l'interaction au général. D'accord. Donc si vous parlez petit vieux aux petits vieux, ils vous répondent petit vieux. D'accord. C'est un vrai souci. D'accord. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'adapter, mais là, il n'y a pas besoin de s'adapter. La personne, elle performait tout à fait correctement. D'accord. La question, c'est l'adaptation liée aux stéréotypes. Ce n'est pas l'adaptation liée au handicap. Bien sûr que pour une personne qui est presbyacousique, il faut s'adapter à sa presbyacousie, mais pas pour quelqu'un qui n'est pas presbyacousique. D'accord. Donc, c'est intéressant. Ça a été réétudié toujours par la même équipe. Et pour celle-là, ils sont en cours de publication. Ils ont enregistré des consultations d'annonces de cancer du sein. Et ils ont fait plein d'annonces. Donc après, ils ont fait écouter ces annonces à des personnes qui étaient en aveugle de ce qui se passait pendant la consultation, et ils ont demandé à ces personnes-là de parier sur l'âge du patient. D'accord. Ils n'entendaient pas le patient, hein, ils n'entendaient que le docteur. Okay. Eh bien, on est capable de savoir quel âge a le patient. Enfin, en tout cas, ce n'est pas l'âge concret, mais l'échelle est la bonne. C'est-à-dire que les plus vieux sont plus vieux que les plus jeunes. D'accord. Les âges sont souvent faux, mais la répartition est la bonne. Donc, on est capable de repérer l'elder speak chez l'autre, tout en n'étant pas capable de la repérer chez soi, hein, très souvent. Mais on est capable de la repérer chez l'autre. Et alors après, ils ont pris les extrêmes. Ils ont pris des gens qui avaient un elder speak vraiment très élevé, et au contraire, des gens qui s'étaient adressés vraiment à des jeunes et sans aucune part d'elder speak. Et ils ont fait écouter à des personnes âgées, en leur demandant, pour vous, lequel des deux discours est le plus explicite. Et ben, très majoritairement, ils vont vers le sujet jeune. D'accord. Donc on adapte, mais en plus on adapte connement, c'est-à-dire qu'on n'adapte pas pour le bien-être des personnes. Si on demande aux personnes ce qu'elles veulent, en réalité, elles veulent avoir le même type d'information qu'une personne plus jeune. Et par exemple, sur les prothèses mammaires, y a des personnes de 70 ans, 75 ans, etc., à qui on ne propose pas, pendant la discussion, de prothèses mammaires.
Bah, on n'en a pas besoin, quoi. Enfin, 70 ans. Hein. D'accord. C'est ça les effets de l'elder-speak, quand même. Les effets importants. Si je prends les lecteurs du soir, toujours la même équipe de Stéphane Adam, c'est pour ça que c'est les lecteurs du soir, quotidien belge de grand tirage, mais alors là c'était la version internet, donc c'est quand même pas la population globale des lecteurs, hein, c'est ceux qui ont un accès à internet. Et on leur demande de donner les 5 mots qui leur viennent le plus rapidement à l'esprit quand on leur dit personne âgée. On contrôle pour la durée du test, parce que c'est un test qui est sur Internet, etc. C'est possible de faire ça maintenant. La taille du mot, c'est la fréquence avec laquelle il est donné. D'accord. Et globalement, après, on les classe. Il y a des mots qui sont qu'on considère comme étant plutôt neutres, des mots qui sont plutôt positifs et des mots qui ont plutôt une valence négative. Globalement, la valence négative l'emporte. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est qu'est-ce qui se passe chez des infirmières de CHU. D'accord. Les stéréotypes négatifs progressent énormément. C'est pas parce que les infirmières du CHU seraient méchantes ou quoi que ce soit, juste parce qu'elles sont confrontées à la réalisation concrète de leurs stéréotypes, puisqu'elles s'occupent de personnes âgées qui sont dans les situations de dépendance, de maladie, etc. D'accord ? Je suis beaucoup plus proche de cette représentation que de la représentation de la population générale. Nous sommes quotidiennement confrontés à la réalisation de nos stéréotypes par rapport de nos stéréotypes négatifs par rapport à l'âge. Donc, nous ne voyons pas les 59% qui sont totalement autonomes, parce que ceux-là, ils n'ont pas besoin de nous. Nous, on voit éventuellement les 11%, voire pour moi, plus souvent encore, les 2,5%. Vous voyez ? Donc, on a une image faussée du vieillissement, et ça a un impact sur nos stéréotypes. Et il y a un moyen et un seul pour se défendre des stéréotypes négatifs, c'est d'activer les stéréotypes positifs. C'est possible d'activer des stéréotypes positifs liés à l'âge. En fait, il y a quelques années, je suis très 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 mauvais en foot, hein, mais il y a quelques années, il y a eu une équipe de foot, c'était encore Zidane qui jouait à l'époque, pour ceux qui sont bons, ça devrait leur donner des indications. Ils étaient à la Coupe du Monde, ils ont commencé par perdre. Et on a dit de cette équipe, c'est normal, c'est l'équipe la plus âgée, la sélection la plus âgée de l'ensemble des sélections du mondial. Puis ils se sont mis à gagner, ils ont été assez loin cette année-là. C'est pas l'année où ils ont gagné en 98, ça je sais quand même. Mais voilà. Et ils ont été assez loin. Je ne sais plus s'ils étaient en demi ou en finale, peu importe. Pendant qu'ils gagnaient, on a dit c'est l'équipe qui a le plus d'expérience. D'accord ? Comme s'il y avait une autre façon de gagner de l'expérience que de vieillir. Vous aurez beau tourner l'affaire dans tous les sens, il n'y en a pas. D'accord ? Il n'y a pas d'autre façon de gagner de l'expérience qu'en vieillissant. C'est aussi le temps de la transmission, le temps d'un certain nombre de valeurs, le temps de l'engagement. Je dis ça très très rapidement, mais nous n'avons juste pas les moyens de nous passer de nos personnes de plus de 65 ans. Parce qu'ils tiennent toutes les associations. Peut-être pas ici, mais globalement, les associations sont tenues par des personnes de plus de 65 ans. Notre tissu associatif est tenu par des personnes de plus de 65 ans. Si demain, toutes ces personnes démissionnent de toutes les présidences, trésoriers, etc., qu'ils occupent, eh ben notre système, il est à l'eau. Parce que les ADMR vont pas tenir. Vous voyez, tout le réseau associatif qui fait tenir les personnes et notre système de santé, il s'écroule totalement. Donc, en réalité, nous n'avons juste pas les moyens de nous passer de ces personnes qui produisent de la richesse dans notre système. Les personnes de plus de 65 ans, les retraités, produisent énormément de richesse dans notre système et sont une ressource dont nous ne pouvons pas nous passer. D'accord ? Et c'est rarement comme ça dont on en parle. C'est quand même un peu curieux parce que c'est quand même absolument la réalité la plus concrète, la plus visible qui soit. Et donc, on peut activer des stéréotypes positifs. Ça a été fait dans l'évaluation
de la cognition par une équipe de Marseille qui continue à travailler sur la question. C'est un peu exploratoire leur premier papier, mais c'est très intéressant. Ils ont démontré que si je commence l'évaluation cognitive en demandant à la personne d'écrire un passage de sa vie, sans donner d'autres indications, derrière les tests sont meilleurs. Ce que j'ai activé, c'est le stéréotype, ma vie a une valeur, ma vie, je suis quelqu'un qui peut transmettre quelque chose, et derrière, j'améliore les tests cognitifs que je fais passer. Voyez, donc la manière dont j'apporte quelque chose de positif en début d'interaction a une influence majeure sur la réalisation même des tests qui sont activés. Donc dans une société agiste, attention à des discours soi-disant protecteurs. Il y a un certain nombre de discours qui vont peut-être nous entraîner dans des choses que nous ne souhaitons pas voir venir. Les vieux ont d'abord besoin d'être des citoyens. On n'a pas besoin de fabriquer des fragiles ou des déments ou des handicapés à force de vouloir les dépister sur l'âge. Je m'oppose très fermement à l'idée qu'il faudrait faire un dépistage cognitif, par exemple, à n'importe quel âge. C'est n'importe quoi. D'accord ? Il y a des gens qui le soutiennent, hein, néanmoins. Mais ça, je pense que c'est du stress chronique qu'on fait peser sur les personnes qui atteignent cet âge-là et qui va faire que ces personnes vont atteindre cet âge-là avec des performances cognitives dégradées. Donc faisons tous attention à la manière dont nous nous adressons et à la manière dont ça peut produire des stéréotypes négatifs. À l'inverse, on peut renforcer des stéréotypes positifs et dépister des attitudes agistes, paternalistes. On peut les corriger aussi et apprendre à les corriger. La fragilité, qu'est-ce que c'est ? Quelle réalité ? Si vous prenez la performance d'un organe, n'importe lequel, le genou comme le poumon, comme le cerveau, n'importe quoi, et que je regarde l'ensemble de la population française en fonction de l'âge, globalement, la performance moyenne de l'organe va être ce type de courbe. D'accord ? Bon, donc juste pour inverser les courbes, parce que c'est important, si je prends l'expérience de l'individu, je vais dans ce sens-là. Mais bon voilà. Si je continue avec cette courbe-là, en fait, ça masque quelque chose, c'est l'hétérogénéité. Ce qu'il y a de plus constant avec le grand âge, c'est l'augmentation de l'hétérogénéité. Cette moyenne, qu'on nous montre toujours comme étant la vérité, elle masque la vraie réalité qui est celle-là, qui a une augmentation de l'hétérogénéité. J'ai été un tout petit poil optimiste en mettant la droite complètement droite en haut, juste parce que je vous ai dit en entrée de jeu, je ne sais pas ce que produit le vieillissement. Et encore une fois, je ne le sais pas. D'accord ? Donc autant prendre l'hypothèse la plus favorable aux gens. D'accord ? Et que, en réalité, le vieillissement ne produirait peut-être rien. Peut-être ça produit quelque chose, peu importe. Même si ça produit quelque chose, de toute façon, c'est beaucoup moins que ce que produisent les maladies. D'accord ? Par exemple, parce que je n'en ai pas parlé, la presbytie, tout le monde y passe. Alors ça, c'est vraiment lié à l'âge. D'accord ? La presbytie, il y a 0% de personnes qui ne passent pas par la presbytie. D'accord ? Mais la presbytie, toute seule, s'il n'y a rien d'autre comme maladie, ça ne produit pas de handicap. Okay. C'est parce qu'elle est associée à d'autres types de maladies que sur le plan visuel qu'elle va produire un handicap. Et donc la fragilité, c'est ceux-là. Ceux qui se rapprochent dangereusement du seuil de défaillance d'organes. D'accord ? Et pour lesquels une petite altération organique va suffire à faire passer le seuil de défaillance d'organes. D'accord ? Et vous voyez que plus les personnes sont âgées, plus ce phénomène va être fréquent. Okay ? Donc c'est ça la fragilité. Maintenant, le problème, c'est que de temps en temps, on nous dit, voilà, je vous ai montré une échelle de fragilité, je sais différencier celui-là de celui-là. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de différencier celui-là de celui-là, vous voyez, parce que là, j'ai pas trop de doutes au départ, d'accord. Donc là, par contre, c'est plus dur, vous voyez, de savoir lequel est fragile, d'accord. Et par contre, ça, on ne sait pas encore très très bien le faire. Il y a beaucoup de définitions, peu importe les définitions,
Il y a des basés sur des règles, basés sur des comptes de ce qui ne va pas ou basés sur le jugement clinique. Mais globalement, si je prends toutes les échelles de fragilité publiées, largement documentées, avec plein de choses, etc., et que je les applique à la même cohorte, d'accord, une seule cohorte de personnes âgées, c'est la cohorte Share, une seule cohorte de personnes âgées, je fais passer 7 échelles différentes, j'ai un taux qui varie de 6 à 46%. Donc, selon que je veux dire qu'il y a beaucoup de personnes âgées fragiles ou qu'il y en a très peu, je vais utiliser l'une ou l'autre des définitions, vous voyez. Mais ça, c'est de la manipulation. Parce qu'en réalité, on n'a toujours pas encore complètement défini le concept auquel on s'intéressait. Donc, le mot fragilité, il est très utilisé et peut-être un tout petit peu trop, à mon sens. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Je vous ai dit, ça, j'y crois vraiment. Hein, ce que je vous ai montré là, ça, ça c'est mon expérience clinique qui parle. Là, oui, ça existe. Par contre, vous dire laquelle de ces définitions est la meilleure et du coup, quel est le chiffre qui est vraiment le chiffre correct, j'en suis aujourd'hui incapable. D'accord ? Et pourtant, c'est une littérature que je suis avec beaucoup d'intérêt. Donc il y a un caractère un petit peu trop, je dirais, mécanique à l'idée qu'on saurait exactement ce que c'est que la fragilité, donc du coup comment la prévenir, etc. On a, je dirais, une réalité qu'il nous incombe aujourd'hui de continuer à explorer pour essayer de la préciser dans ses limites exactes. Et pour vous montrer ça, je vais passer une petite vidéo. Alors c'est une vidéo que vous pouvez regarder vous-même, c'est sur Vimeo et ça s'appelle Uninvited Guest. C'est une vidéo sur les objets connectés et comment on peut les utiliser chez des personnes. Ah, alors là, âgées. Alors bon, la vidéo, je vais peut-être la trouver sur Internet directement. Une seconde. Vous la mettriez en ligne après la journée. Mais tout à l'heure, ça marchait, donc il y a des chances que ça marche. Cool. Allez voir. Je suis pas sûr que j'aurai le son, mais c'est pas très grave. Il n'y a en fait aucune parole dans cette vidéo. On voit un monsieur qui a des enfants avec des cartes d'anniversaire. Là, il se fait de la cuisine. Alors, là, c'est un bon anniversaire, papa. J'espère que tu vas aimer ta fourchette connectée. Là, c'est sa fille qui lui dit qu'elle espère qu'il va trouver sa canne connectée très utile. Allez, allez. Allez, allez. Et puis, son lit connecté. Allez, il est temps d'aller au lit. Bonne nuit. Ouais. Il n'est pas très satisfait, il se relève. Allez, allez, allez au lit. On retourne au lit. Voilà. Bon. Deuxième jour. Fourchette connectée.
Allez, c'est le temps de manger, c'est le temps de manger. Allez, allez, il faut manger. Et il reçoit un petit SMS. Papa, es-tu en train d'utiliser ta fourchette connectée? Est-ce que tu manges bien? Voilà, il s'inquiète. Allez, allez, c'est le temps d'aller faire un tour. Allez, allez, allez. Alors là, c'est le seul moment où on le voit s'énerver un peu. Et là, il reçoit un petit SMS de sa fille. J'ai vu que tu n'avais pas utilisé ta carte connectée aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. Le lit qui lui dit d'aller au lit. Allez, allez, c'est l'heure d'aller au lit. Mais lui, il a envie de regarder la télé. Et là, c'est Mandy, ça de son autre fille. Est-ce que ça va bien? J'ai vu que. Est-ce que tu as passé une bonne nuit, etc. Alors, jour 3. Donc, il amuse la fourchette. Ah. Excellente intuition. Bravo, vous avez bien fait attention avec la canne qui se manifeste. Allez, tiens, viens, va t'amuser avec la canne. Et alors, la canne, là, ça y va fort. Allez, 980, tac, 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 boum, hop. Et hop, il fait une petite bouteille. On ne sait pas trop de quoi, mais bon. Voilà. Bien joué. Et pour son lit. 21h57. Allez, il est temps d'aller au lit. Donc, il met ses bouquins dans le lit. Et le lit lui dit bonne nuit. Voilà, tout va bien. Il peut continuer à regarder la télé. Je vous ai montré cette vidéo pour vous montrer que globalement, on peut voir cet individu comme isolé, parce que apparemment il est quand même, il vit tout seul, etc. Dans l'histoire écrite à côté, on apprend qu'il est veuf depuis il n'y a pas longtemps, etc. Il n'a pas l'air de respirer la joie de vivre, on ne l'entend pas une seule fois, hein, mais il n'a pas l'air de respirer la joie de vivre. Hein. Quand on le voit, il n'a pas un visage épanoui ou autre. Il mange effectivement de façon sans doute pas très saine. Il a sans doute pas assez d'activité physique et probablement que... qu'est-ce qui se passe là? On s'en fout de ça. Voilà. Il a d'ailleurs sans doute des problèmes de mobilité. On voit bien qu'il ne marche pas correctement. Il a sans doute certains problèmes de mobilité. Vous voyez qu'on peut le voir comme quelqu'un qui a un ensemble de déficits. Et du coup, on va vite le classer fragile, ce gars-là. D'accord ? On peut aussi le voir comme quelqu'un qui a des ressources. C'est quelqu'un qui est connecté. Il a un téléphone portable. Il a l'air de savoir l'utiliser. D'accord ? C'est quelqu'un qui a l'air de s'intéresser à l'actualité. Vous voyez le nombre de fois où on le voit devant la télé, en train de regarder des choses. Il lit, et apparemment il a une activité intellectuelle importante. D'accord ? On peut le voir aussi comme quelqu'un qui a des ressources parce qu'il a des enfants qui se soucient de lui, visiblement. Parce que quand même, les enfants, au départ, même si on peut trouver ça tyrannique, mais au départ, c'est sans doute des bonnes intentions. Ils essayent de faire de leur mieux, les enfants. D'accord ? Et d'ailleurs, lui-même, sans doute, tient compte de cela, puisqu'il essaye, au départ, de tenir compte des matériaux qui lui ont été envoyés. Il les renvoie pas tout de suite à la poubelle, il les essaye. D'accord ? Donc on peut penser qu'il y a des liens sociaux et que ces liens sociaux ont de la valeur pour lui. D'accord ? Et donc, vous voyez que si j'inverse le regard sur la personne, j'en fais une... Et enfin, c'est quelqu'un qui a visiblement des ressources pour pouvoir contrer le diktat qu'on peut lui amener et détourner les systèmes.
Ouais, c'est ma dernière, hein, j'ai fini là. Mais donc, ça vous permet de voir que on peut arriver, je dirais, à inverser la tendance. Donc oui, c'était ma dernière, je suis sur ma conclusion. Donc, prenez du plaisir, goûtez au plaisir de vieillir. Si vous goûtez pas au plaisir de vieillir, vous n'arriverez pas à le faire passer à quelqu'un d'autre. Donc, est-ce qu'on peut avoir du plaisir à vieillir, du plaisir à se faire du bien, d'abord? Est-ce qu'on peut trouver que pour soi, c'est une expérience positive? Et si c'est le cas, je pense que ça peut être intéressant de le partager. Ma toute dernière diapositive, donc pour vous rappeler le numéro de Gérontologie et Société sur activité physique et vieillissement, vous pouvez le trouver sur Cairn Info. Je fais une recherche sur des détecteurs de chute par les nouvelles technologies. Donc je serai en mars prochain à la recherche de volontaires sains voulant participer. Donc si vous souhaitez être associé à ce type de recherche, que ce soit par KineWest ou autre, ça peut être intéressant de voir ce qu'on peut construire ensemble. C'est avec le laboratoire du traitement du signal et de l'info de l'Université de Rennes 1, le LTSI. Et puis la Société de gériatrie de l'Ouest et du Centre, le 24 mai prochain, aura lieu à Rennes, au couvent des Jacobins. Donc si vous voulez venir ou communiquer, et nous sommes toujours très accueillants aux communications des soignants dans ce congrès. Donc pas de problème. La thématique globale du congrès, c'est e-santé et vieillissement. Avec juste quelques planètes qui ne seront pas alignées, c'est la date de notre congrès national à Saint-Étienne. Mais la prochaine fois peut-être. Voilà. Bon, désolé, je ne savais pas, mais c'est difficile de tenir compte de tous les congrès qui se... Voilà. Merci. Merci. Merci à vous. Pour ma part, j'ai découvert l'agisme en regardant votre vidéo sur YouTube au moment du suivi de thèse de Hervé Lunet, qui a réalisé sa thèse sur nos ateliers permanents. Donc, merci pour cette présentation. On va laisser 2 questions avant la pause, s'il y en a 2. Vas-y, Christian. Alors, un témoignage plus qu'une question. Enfin, moi, ça m'a vraiment interpellé. Et du coup, c'est personnel. Je n'imaginais pas... À 40 ans, j'avais une représentation de mes capacités à 60 ans qui était un peu anxieuse. Et sans être vieux, j'ai 60 ans maintenant. Et effectivement, c'est que 2 fois par jour, quand on se rase ou quand on se brosse les dents, qu'on prend conscience, par exemple, du vieillissement du visage. Le reste du temps, j'ai beaucoup de mal à imaginer ce que c'est que 60 ans et je produis les mêmes comportements qu'à 20 ans. Parfois avec succès, parfois avec moins de succès. Et je pense qu'effectivement, votre dernière diapositive sur le fait que si nous-mêmes, nous avons ce regard de se dire mais finalement il ne se passe rien de grave, quoi. C'est même passionnant de prendre de l'expérience, d'accumuler les... Voilà. Et bien, si nous-mêmes nous avons ce regard, en tant qu'animateur, ça va se savoir en face. Ouais. Oui, je pense que c'est important. Et je pense qu'une des façons aussi de s'en rendre compte, c'est de se dire qu'on vieillit depuis le début, quoi. De regarder en arrière et de se dire... Entre 10 et 20 ans, on n'est pas le même. Entre 20 et 30, on n'est pas le même. Et entre 30 et 40, on n'est pas le même. Et à chaque période comme ça, on est capable de voir des adaptations qu'on a faites dans nos vies qui ont du sens. Mais bien sûr, elles vont continuer. À 50, on ne sera pas le même qu'à 40. Et à 60, on ne sera pas le même qu'à 50, etc. L'adaptation, c'est ce qui est constant dans notre vie. Et effectivement, nous allons nous adapter encore et encore et encore à des tas de choses, mais ce n'est pas un phénomène forcément négatif. Je ne crois pas... Moi, j'aime bien réfléchir, je n'ai pas le temps de le faire là, mais j'aime bien réfléchir sur la sexualité. C'est un modèle sur lequel on a chacun une expérience intime qui nous permet de relier des choses un petit peu à des étapes de nos vies. Et souvent, ce qui est idéalisé, c'est la sexualité à 20 ans, mais en réalité, notre propre vie nous montre bien qu'on a éventuellement des expériences tout au long de notre vie sur la sexualité qui peuvent nous satisfaire complètement à n'importe quel âge. Et inversement d'ailleurs, aussi des expériences négatives à n'importe quel âge.
Du coup, en réalité, il faut juste se dire, effectivement, on n'est pas exactement pareil qu'avant, mais ce qu'on est, eh ben, ça a toujours de la valeur. Voilà. Et à partir de là, si on est persuadé soi-même que ce que l'on apporte à la société, c'est quelque chose de valeur, je pense que là, on change complètement la perspective. Se dire que les personnes de 60 ans et plus, les personnes de 65 ans et plus, c'est une valeur dont nous ne pouvons pas nous passer, c'est important. Par exemple, moi, je suis bavard, je suis désolé. J'arrête après. Mais une façon déconnante de faire de l'intergénérationnel, un truc débile pour faire de l'intergénérationnel, c'est de se dire il faudrait mettre des petits jeunes dans les maisons de retraite, comme ça va faire du bien à ces pauvres petits vieux. D'accord ? On fait du mal à tout le monde en faisant ça. On fait du mal à ces jeunes, ça leur renforce leurs stéréotypes négatifs. On fait du mal aux vieux, à qui on exprime qu'ils sont dans une espèce de quête infernale, une espèce de mendicité d'avoir des rapports sociaux. Non, ce qu'il faut, c'est inverser la vapeur et se dire que ces jeunes ont absolument besoin, pour eux-mêmes, de rencontrer des personnes âgées. Alors là, on sera dans une posture totalement différente. On se dit, les personnes dont on a besoin, c'est les personnes âgées, y compris celles qui sont en situation de handicap. Nous avons besoin de leur expérience et ces jeunes ont absolument besoin de les rencontrer. Pour eux-mêmes, pas pour les personnes âgées, pour eux-mêmes. Pour les faire grandir, pour leur apprendre ce que c'est que la vie. D'accord ? Et à ce moment-là, on inverse complètement. Vous voyez, c'est la même chose qui est pratiquement faite. On fait des vieux et des jeunes ensemble, mais l'intention étant complètement différente, ça aura un effet totalement différent. Et c'est un point sur lequel on peut réfléchir d'autres aspects. Deuxième et dernière question. Par rapport aux fragilités dont vous parliez, l'hôpital d'Angers a mis en place un questionnaire en fait, de détection de fragilité. Est-ce que vous le connaissez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je ne suis pas absolument certain de le connaître, mais je pense, oui, je pense que c'est le questionnaire qui a été mis au point par le Gérontopole de Toulouse et qui a été globalement après valorisé par la HAS. Donc, il est dans l'école de Fried. C'est sur mon échelle, là, c'était celle qui était à 6%. D'accord ? Donc, globalement, c'est une école qui est actuellement puissante en France, qui dit la fragilité, c'est ça. Moi, j'ai quelques doutes sur le caractère complètement compréhensif de cette définition de la fragilité. Et notamment, par exemple, les ressources psychologiques et la résilience psychologique n'est pas prise en compte. Et mon expérience de la fragilité, c'est que c'est un facteur absolument essentiel. Essentiel. Voilà. Pour moi, pour ma pratique clinique, j'ai absolument besoin d'avoir accès à ça. Donc, quand j'ai un questionnaire qui n'en tient pas du tout compte, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de valeur du tout, ça veut dire qu'il n'aura pas la même valeur. Et je pense qu'en fait, c'est cette détection de la fragilité par l'échelle de Fried, elle est pas mal pour savoir si les gens sont à risque de faire des effets secondaires de médicaments. Parce qu'il y a plein de médicaments qui se fixent sur les muscles. Et l'échelle de Fried, elle est très 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 reliée à la sarcopénie. D'accord ? Donc en réalité, c'est plus une échelle de sarcopénie qu'une échelle de fragilité. D'accord ? Donc effectivement, repérer la sarcopénie, ça a du sens. Mais parlons des choses vraies dans ces cas-là. Disons que ce qu'on recherche, c'est la sarcopénie. Et dans ces cas-là, je suis d'accord. Voilà. Si on dit que cette échelle recherche la sarcopénie, je trouve qu'il y a beaucoup de papiers qui le montrent et qui le démontrent de façon satisfaisante. Donc ce questionnaire est un assez bon questionnaire pour ce qui est de la sarcopénie. Je trouve que pour ce qui est de la fragilité, de l'expérience de la fragilité que j'en ai, il y a un certain nombre de choses qui vont être passées sous silence. Merci. Et on peut continuer l'échange.